Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va jeter un œil au plus gros carton qu'on m'a jamais envoyé. On va faire le plus gros unboxing de la chaîne et le plus lourd aussi, puisqu'on va jeter un œil à une nouvelle imprimante 3D, à savoir l'Artillery Signwinder X1. Donc voilà ce à quoi on va aller s'intéresser aujourd'hui, une imprimante 3D qui sur le papier est plutôt intéressante, on va voir ce que ça donne en vrai. Également ce qui m'intéresse pas mal avec cette imprimante 3D, c'est que c'est la première imprimante grand format que j'ai l'occasion d'avoir. Jusqu'à présent j'ai toujours eu des imprimantes plutôt classiques avec un volume d'impression qui fait une vingtaine de centimètres par une vingtaine de centimètres par une vingtaine de centimètres. Et vous l'avez vu avec des projets précédents, comme le projet de serveur NAS, donc imprimant 3D, ou même l'année dernière mon projet de vélo électrique, où avec des petites imprimantes 3D, on est un petit peu limité, on est obligé de faire, de couper les éléments en morceaux pour les imprimer donc en plusieurs fois et les assembler après, alors qu'avec une imprimante 3D grand format, ça devrait nous permettre de faire la pièce d'un seul morceau. Donc cette imprimante devrait peut-être m'aider pour certains projets à venir sur la chaîne, mais avant ça on va commencer par un peu d'unboxing. Le carton, comme vous l'avez remarqué, est plutôt grand. J'ai du mal à faire tenir ça dans le champ de la caméra. Donc on va voir avec quoi ils ont rempli tout ça. Donc une imprimante qui nous vient de la marque Artillery 3D et qui m'a été envoyée donc par artillery3dexpert.fr, donc qui va devenir un peu le distributeur officiel pour les imprimantes Artillery 3D en France. Donc c'est assez intéressant et je reviendrai là-dessus un peu plus tard, c'est eux qui me l'ont envoyé. Donc évidemment, je me suis renseigné un petit peu sur l'imprimante et chose qui est assez intéressante avec cette imprimante et qui devient de plus en plus rare, c'est qu'on a une imprimante qui n'est pas avec un extrudeur en Bowden, mais avec un extrudeur en direct drive. Donc ce qui n'est pas courant sur ce genre d'imprimante et ça peut aider notamment pour imprimer des filaments comme du filament flexible, puisque j'ai eu le problème il y a quelques semaines de ça, où j'ai voulu imprimer du flexible et le problème c'est que j'ai plus une seule imprimante en direct drive, donc j'ai dû remonter mon Nanette A8 que j'avais démonté et mis dans le grenier, j'ai dû la remonter en direct drive pour pouvoir imprimer avec du flexible. Alors attention, tout ça a l'air plutôt bien emballé. Je dois avouer que l'imprimante doit être plutôt bien empaquetée parce qu'il n'y a absolument rien qui se promène dans le carton, même si on le retourne dans tous les sens. Ce qui est plutôt un avantage. Abracadabra. Merde. On va dire que tout s'est bien passé. Donc on a encore un peu plus de mousse, mais on a des choses qui commencent à se dévoiler. On va regarder un peu ce qui se passe. Je suis carrément obligé de passer de l'autre côté de la caméra. Donc on a quelques trucs. On a un câble d'alimentation. Très bien. Donc j'ai de quoi brancher l'imprimante ici et j'ai de quoi brancher l'imprimante en Angleterre, si jamais je déménage. On a également un support qui doit être le support pour la bobine de filament. Et on a... Oh! On a une petite pochette plutôt sympa avec les outils, câble USB, on a une nappe pour brancher quelque chose visiblement. On a même la clé plate de 8-10, plutôt pas mal tout ça. On a encore un peu plus de mousse, on a une checklist, encore un peu de documentation, on a un manuel d'installation. Oh, on a un plateau qui est plutôt massif. Comment est-ce qu'on sort ça de là? Ok. Visiblement, il ne reste plus qu'à sortir la base. Voilà les différents morceaux. On a la base avec le plateau, on a la partie supérieure de l'imprimante. Donc visiblement, elle n'est pas très compliquée à assembler. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, et sur la boîte, il y avait un QR code vers un guide d'installation. Visiblement, il y a également un petit mode d'emploi, donc on va pouvoir essayer de suivre ça. En tout cas, l'imprimante est quand même largement préassemblée, donc on ne devrait pas avoir grand chose à faire. Tout ça m'a l'air plutôt simple. Je pense qu'on peut l'assembler en quoi? Un quart d'heure? C'est ce qu'on va voir. Voilà, l'imprimante est assemblée, ça a pris un petit peu plus que 10 minutes, un quart d'heure, ça a pris plutôt 25 minutes, mais l'imprimante est prête, en tout cas j'ai suivi les instructions, donc tout l'assemblage est fait, c'est vraiment pas très compliqué, je veux dire tous les fils se branchent facilement, c'est-à-dire que là vous avez un fil à brancher, vous avez un connecteur de l'autre côté, et vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Il y a 4 vis à installer pour monter donc le support, plus 2 autres en haut, 4 autres en haut d'ailleurs pour le support de bobine qui est monté sur le dessus.
Et c'est à peu près tout, quelques réglages pour vérifier que tous les axes glissent comme il faut. Alors ce que j'ai remarqué également, donc, c'est que les nappes qui nous sont données dans le sachet, donc qu'on a vu au début, sont effectivement des nappes de rechange. Et, les nappes sont déjà installées sur l'imprimante, donc c'est au cas où, donc plutôt pas mal. Donc on va mettre l'imprimante en route. Ok. Bon, elle est en vie, c'est déjà pas mal. Donc c'est recommandé dans le mode d'emploi guide d'installation de commencer par faire quelques tests, notamment voir si les axes fonctionnent. De tester également si l'imprimante chauffe. Donc on va faire ça, Tool, Heat, ok. Ça chauffe sans aucun problème. Et ça a l'air de chauffer même plutôt rapidement. Est-ce que je peux l'éteindre? Oui. Le plateau maintenant. Le plateau chauffe vachement rapidement, surtout pour un plateau de cette taille-là. Mais enfin, comme on est sur un plateau qui est alimenté avec le secteur, forcément, c'est un avantage. Donc ça marche également. Ensuite, on peut faire des déplacements. Wow, l'imprimante est super silencieuse. Donc après, il faut l'ajuster avec la technique de la feuille de papier, c'est-à-dire glisser une feuille entre la buse et le plateau, et il faut à peu près l'épaisseur d'une feuille de papier pour que ce soit bien réglé. Donc le petit bouton qui est juste à côté, visiblement, c'est un bouton reset. En cas de problème, on peut rapidement comme ça reset l'imprimante. Pas mal également, parce que quand il y a un truc qui tourne mal, ça évite de devoir aller chercher la prise ou je sais pas quoi pour éteindre. Donc plutôt bien vu. Et on a également apparemment les LED. Donc Print, Tool, More. Apparemment, on peut... Oh oh yeah, on peut changer la couleur. Rouge, vert, bleu, éteint. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de la régler, paramétrer, imprimer même un peu avec, évidemment, pour la tester. Et je pourrais vous en dire un peu plus juste après. Me revoilà un peu après, donc j'ai eu le temps de me familiariser un peu avec l'imprimante, en apprendre un peu plus sur toutes ses fonctionnalités. J'ai également eu le temps de l'utiliser et d'imprimer quelques pièces, dont certaines auxquelles on va jeter un coup d'œil tout à l'heure. Donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon retour d'expérience. Avant ça, je vais faire un petit tour de l'imprimante, donc on va certainement aller de haut en bas, pourquoi pas, pour tout simplement faire un tour un peu de toutes les fonctionnalités, de toutes les caractéristiques de l'imprimante. Donc je rappelle qu'on est sur une imprimante qui reprend l'architecture Prusa i3, volume d'impression donc de 30 par 30 par 40 en hauteur, donc volume d'impression assez généreux. C'est pas la plus grande imprimante, on a des imprimantes en 40 par 40 par 50 aujourd'hui, mais là c'est déjà pas mal. En plus de ça, plus le volume d'impression est grand, plus l'imprimante est grosse également. Donc là ça fait déjà un beau morceau et il y a de quoi imprimer déjà des pièces assez sérieuses. Sur le dessus de l'imprimante, on retrouve le support de bobine qui est monté sur le rail supérieur. On peut ajuster la largeur en fonction de la bobine qu'on met. On peut également ajuster l'empattement entre les deux roulements qui de base donc, est mis sur large, mais on peut le mettre sur un empattement plus petit si on a une petite bobine. On a également un capteur de fin de filament, donc si on est à court de filament, l'impression se met en pause et comme ça on peut recharger du filament et donc ne pas perdre l'impression qu'on était en train de faire. Sur le dessus, on a également ici donc, des roulements à billes pour nos tiges filetées pour l'axe Z et on a également une courroie avec deux poulies pour synchroniser donc, les deux vis de chaque côté et être sûr qu'il n'y ait pas un décalage en Z qui se crée pendant l'impression, donc c'est toujours un petit plus. Toute la structure de l'imprimante est faite en profilé aluminium, assez classique, il faut juste s'assurer de donner un petit coup de clé une fois qu'on a monté l'imprimante pour être sûr que tout soit bien serré, mais ça confère donc une assez bonne rigidité à l'ensemble. Sur la partie suspendue de l'imprimante, donc on retrouve un large profil aluminium en 60 par 20, sur lequel donc on a l'axe X. Donc on retrouve ici nos nappes, les nappes qui permettent d'avoir un câblage extrêmement propre. On a également un petit circuit imprimé ici, donc sur laquelle on a la nappe qui vient de la base de l'imprimante qui arrive. On a une deuxième nappe qui part d'ici pour aller vers la partie extrudeur. Et dessus, on a également donc le moteur pour l'axe X qui est câblé et on a un capteur fin de course. Les capteurs fin de course sur cette imprimante, que ce soit sur l'axe X, Y ou Z, sont des capteurs inductifs, ce ne sont pas des switches classiques. Normalement, ça devrait être un peu plus costaud parce que les switches peuvent avoir tendance à s'user tout simplement avec le temps. La partie extrudeur, elle aussi, est assez intéressante. Donc déjà, on est sur un extrudeur en direct drive. Le moteur est caché juste derrière ce cache en plastique. Donc ce qui est bien parce que c'est différent de quasiment toutes les autres imprimantes 3D grand format. Donc l'avantage, c'est qu'on peut imprimer notamment du filament flexible. Donc ça, c'est vraiment sympa. On a une imprimante qui est capable d'imprimer n'importe quoi. Donc la nappe arrive également sur un autre petit circuit imprimé qui est caché là encore derrière le cache en plastique. On trouve une très bonne construction avec un extrudeur qui est un extrudeur de type Volcano, donc très bien à ce niveau-là. On a également la petite LED juste à côté qui permet donc d'éclairer l'impression en cours. On a deux ventilateurs, donc évidemment le ventilateur pour refroidir donc la partie extrudeur et on retrouve le ventilateur pour refroidir le filament qui a été extrudé. Donc on est sur un petit ventilateur blower qui comme ça paraît assez banal, mais qui en réalité fait du plutôt bon boulot. Il n'y a pas vraiment besoin de la
amélioré. Le défaut d'un extrudeur direct drive, c'est qu'on a une masse en mouvement qui est plus importante, et donc généralement pour avoir une qualité d'impression similaire, on est obligé de diminuer un petit peu les vitesses d'impression. Et donc sur la partie basse de notre imprimante, on a le plateau chauffant, donc plateau qui est en 220 volts, qui chauffe extrêmement rapidement. Ça c'est vraiment un point positif, c'est qu'il chauffe très rapidement et il monte à des températures assez élevées. Le maximum que permet l'imprimante, c'est 150 degrés sur le plateau, ce qui est assez énorme. Et le pire, c'est que le plateau est capable de le faire. Donc si vous avez besoin de faire monter le plateau à des températures élevées, il n'y a pas de problème, l'imprimante en est capable. Ça peut sérieusement aider si on veut par exemple imprimer de l'ABS. Le plateau est également isolé en dessous. Je ne sais pas si vous voyez le petit truc qui réfléchit en bas ici. C'est qu'on a un isolant sous le plateau, donc qui aide évidemment à garder la chaleur et à lui permettre de monter en température également rapidement. Vous verrez ici également le capteur inductif pour l'axe Z. Le câblage pour le plateau est gainé très proprement, c'est toujours quelque chose à surveiller puisqu'évidemment on est directement sur le secteur. On retrouve un gros profil aluminium en dessous 20-60 qui sert donc d'axe pour le plateau, et plateau d'ailleurs qui est très stable, hein. Il n'y a vraiment pas de jeu, ça c'est bien également. Et à l'avant on retrouve notre écran tactile 3 pouces et demi, bouton reset, port SD, port USB, artillerie, et on a également un port USB type B sur le côté pour brancher l'imprimante à un PC. J'ai pas pu résister également à l'envie d'ouvrir l'imprimante pour voir ce qui se cache à l'intérieur et j'ai eu une plutôt bonne surprise. Donc à l'intérieur on retrouve une alimentation industrielle pour produire du 24 volts à partir du secteur. On retrouve un relais à état solide pour piloter le plateau chauffant, donc là encore des composants standards, s'il y a un problème ça peut se remplacer facilement. Il semblerait que pour la partie écran tactile et port USB, carte SD, on a des PCB donc sur mesure qui ont été faits par Artillerie 3D, mais comme carte principale pour l'imprimante, ils ont tout simplement utilisé une carte MKS Gen L, ce qui est une très bonne chose puisque c'est une carte qui est standard, donc s'il y a un problème, on peut la remplacer. Les drivers sont des drivers qui sont également sous forme de petits modules, donc qui ne sont pas directement installés sur la carte, donc on peut les remplacer si jamais il y en a un qui venait à lâcher. Et donc c'est une très bonne surprise de voir qu'ils sont partis avec quelque chose de standard, qui ne sont pas partis sur une solution propriétaire, parce que là encore, si jamais il y a besoin de remplacer la carte, c'est tout à fait possible. Si jamais on a besoin de modifier l'imprimante ou de faire des upgrades ou quoi que ce soit, c'est possible également. Et pour des questions de firmware, ça simplifie également les choses. D'ailleurs, Artillerie 3D possède une page GitHub où vous pouvez notamment télécharger donc Marlin pour l'imprimante. Maintenant, qu'en est-il à l'utilisation? Bien, la première chose, c'est que l'imprimante est extrêmement silencieuse. C'est vraiment agréable de voir une imprimante qui ne fait quasiment aucun bruit. Les seuls bruits qu'on a, c'est qu'on a un petit ventilateur donc à l'intérieur, un ventilateur de 92 mm pour refroidir l'électronique à l'intérieur du boîtier. Et puis on a également donc le ventilateur au niveau de l'extrudeur qui, quand il est en route, fait également un petit peu de bruit. Mais en dehors de ça, les déplacements de l'imprimante sont extrêmement silencieux, l'imprimante vibre assez peu également, et ça c'est génial surtout pour une imprimante grand format, parce que qui dit grand format dit des impressions qui peuvent être assez longues, et donc des impressions qui peuvent être notamment de nuit, et donc évidemment si on imprime la nuit, c'est quand même mieux d'avoir une imprimante silencieuse, surtout si on vit par exemple en appartement, et cette imprimante est extrêmement silencieuse, vous pouvez quasiment dormir à côté pendant qu'elle est en train d'imprimer. L'interface donc sur l'écran tactile pour commander l'imprimante, c'est pas la meilleure interface qui existe clairement, mais bon ça fait le boulot quand même, il faut juste un petit peu de temps pour s'habituer un peu et savoir où sont les différents réglages et les différents paramètres. Il y a quelques petits trucs qui sont pas forcément hyper intuitifs, mais bon ça va quand même, c'est pas mal du tout. Concernant la qualité d'impression, donc voilà un petit Benchy qui est la première pièce que j'ai faite avec l'imprimante, donc c'est fait avec les paramètres recommandés par défaut et la qualité d'impression est vraiment bonne, surtout pour une première pièce, hein. Il y a toujours des petits réglages sur lesquels on peut jouer pour améliorer encore un petit peu les choses. Vous voyez notamment que les arches ici sont parfaitement exécutées. Pareil là devant où on a un pont, vous voyez que l'imprimante s'en sort plutôt bien. Les détails sont là et pour une pièce imprimée avec une hauteur de 0,2, le résultat est vraiment très bon, surtout pour une première pièce. Ensuite j'ai imprimé donc le support d'écouteur, donc une pièce qui a été faite par Heliox, et vous voyez que l'imprimante s'en sort très bien, y compris... Je disais donc l'imprimante s'en sort très bien, y compris pour imprimer du flexible. Et donc la pièce a été imprimée comme ça, j'ai pas du tout retouché ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'il y a très peu de bavures, de petits filaments entre les différents éléments. Et la pièce est extrêmement bien imprimée, donc l'imprimante s'en sort très bien pour imprimer du flexible. Donc c'est l'avantage d'avoir un extrudeur en direct drive. Donc voilà le genre de pièces qui sont impossibles à faire avec une imprimante en Bowden. Évidemment, plus on va imprimer doucement, plus la qualité d'impression va être bonne. Je dirais qu'on peut imprimer jusqu'à 100-120 mm par seconde avec l'imprimante. Évidemment, si on recherche à faire une pièce de qualité, il vaut mieux diminuer la vitesse aux alentours des 60, 65, 70 mm par seconde. Je dirais qu'on a un bon compromis entre qualité d'impression et vitesse. Donc voilà une pièce qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Je ne veux pas trop vous spoiler, même si vous aurez peut-être déjà deviné de quoi il s'agit. Mais donc, comme on a une imprimante grand format, évidemment, il faut être sûr qu'on puisse faire des grandes impressions. Vous avez une pièce ici qui a pris 45 heures à s'imprimer, donc presque 2 jours.
Et je suis heureux de vous apprendre que l'imprimante s'en sort parfaitement bien, une impression de 2 jours, aucun problème. C'est assez important de vérifier si une imprimante grand format peut imprimer en grand format. Évidemment, cette imprimante, elle n'est pas parfaite et à mon avis, quelque chose qui manque le plus, surtout pour une imprimante à ce tarif-là, c'est un système de nivelage automatique pour le plateau. Donc c'est quelque chose qui n'est pas proposé pour le moment sur cette Artillery Sidewinder X1. Je dis pour le moment parce que l'imprimante évolue. Ici par exemple c'est la version 4 et il paraît que peut-être dans une prochaine évolution, donc dans la V5, elle aura donc un BL Touch pour faire le nivelage automatique. Mais pour le moment donc c'est quelque chose qui n'est pas encore proposé. Donc il faut régler la hauteur du plateau à la main avec les molettes qui se trouvent dessous. Je vous rassure quand même, et l'avantage notamment d'avoir une carte mère donc qui est une MKS, c'est que ça peut être rajouté. Il y a une vidéo sur YouTube de personnes qui l'ont déjà fait. Et donc on peut rajouter un BL Touch et avoir l'auto-leveling sur cette imprimante. Simplement, c'est dommage que ce ne soit pas de base, surtout que d'autres imprimantes concurrentes en sont équipées. Un autre petit aspect négatif concernant donc le support de bobine et le capteur fin de filament. Donc le support de bobine de base, il n'est pas forcément très plat, il faut forcer un petit peu pour plier les deux pièces pour que la bobine repose bien sur les 4 roulements, donc ça c'est pas grand chose. Mais le capteur de fin de filament, petit problème, c'est que c'est tout simplement un switch, c'est un petit interrupteur là-dedans, et donc il faut le pousser avec le filament lorsqu'on engage le filament à travers. Et avec des filaments comme du PLA ou tous les filaments rigides, il n'y a pas de problème, mais avec du flexible, c'est assez compliqué et j'ai même été obligé donc simplement de couper un petit morceau de PLA, l'engager dedans, faire suivre le flexible après parce que pousser l'interrupteur avec le filament flexible en lui-même c'est juste pas possible. Donc c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas utilisé par exemple quelque chose comme une barrière optique où on n'aurait donc pas besoin de pousser quoi que ce soit pour engager le filament. Voilà pour cette Artillery Sidewinder X1, très bonne imprimante 3D avec pas mal de points positifs, que ce soit l'extrudeur en direct drive, que ce soit le plateau chauffant, que ce soit l'utilisation d'une carte, enfin même globalement plus que d'une carte, l'utilisation de composants standards et de bons composants comme une carte principale, une carte mère MKS, l'utilisation de Marlin, puisque le firmware sur cette imprimante c'est Marlin, alors la version qu'il y a dessus est assez customisée, mais c'est une base Marlin, donc on peut encore s'amuser à modifier si on a envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Ah oui, l'imprimante qui est très silencieuse, châssis en profil aluminium, très solide également, enfin beaucoup de points positifs, quelques petits points négatifs, pas d'auto-leveling, mais c'est quelque chose qui peut être ajouté, et le support de filament, capteur de fin de filament qui est un petit peu, qui pourrait être, on va dire, amélioré. Donc c'est une imprimante 3D que je vous recommande, surtout si vous cherchez une imprimante 3D grand format, de qualité, et aussi une imprimante qui est capable d'imprimer n'importe quel matériau, notamment les filaments flexibles. Il faut encore qu'on parle évidemment d'un point, c'est le prix. Et là, j'ai une bonne nouvelle également, c'est que cette imprimante 3D, elle est plutôt bien placée niveau tarif puisqu'elle est disponible pour environ 400 €. Et je vous recommande d'aller l'acheter sur le site artillery3dexpert.fr. C'est eux qui m'ont envoyé l'imprimante 3D, donc grand merci à eux évidemment. Mais également parce que non seulement il la propose à un prix qui est assez intéressant, un petit peu moins de 400 € actuellement, mais également parce que si vous l'achetez chez eux, l'imprimante sera livrée depuis la France, donc vous serez livré assez rapidement. Et vous pouvez également trouver l'imprimante 3D sur des sites comme Gearbest par exemple, mais vous avez peut-être vu la taille du carton lorsque je l'ai amené au début de cette vidéo. Forcément, ça risque de coûter un peu niveau frais de port, et certains ont eu des problèmes pour se faire livrer l'imprimante après l'avoir commandée sur des sites comme Gearbest. Donc voilà pourquoi je vous recommande le site artillery3dexpert.fr. Évidemment, leur lien sera dans la description parce que non seulement il la propose à un prix assez intéressant, vous serez livré rapidement et vous serez sûr d'être livré et que ça arrivera bien chez vous. Également, si vous achetez l'imprimante en utilisant le lien qui se trouve dans la description, vous pouvez soutenir la chaîne puisque c'est un lien de parrainage et donc ça me permet également de toucher une petite commission sur la vente de chaque imprimante, donc vous pouvez en même temps soutenir la chaîne. Et également, en passant par eux, vous avez vu peut-être le QR code sur le carton au début de la vidéo, eh bien ils ont simplement un guide sur comment assembler l'imprimante, ce qui est assez facile parce que l'imprimante arrive déjà grandement préassemblée, donc en une demi-heure elle est quasiment prête à fonctionner. Mais vous avez donc un guide sur l'installation, enfin le montage de l'imprimante et la configuration de base, on va dire, en français qui est disponible sur leur site internet. Donc ça, c'est vraiment pas mal si vous voulez débuter avec cette imprimante. Donc voilà pour cette vidéo et voilà pour cette Artillery Sidewinder X1, très bonne imprimante 3D que je vous recommande, que je vais donc utiliser dans des prochaines vidéos. D'ailleurs, dès la prochaine vidéo, vous aurez l'occasion de la revoir. Et encore une fois, je vous mets les liens dans la description si vous voulez en savoir plus ou si vous êtes intéressé. N'oubliez pas également, vous pouvez soutenir la chaîne en allant faire un tour sur utip.io/goodwin. Là encore, le lien est dans la description. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et donc en attendant, je vous dis salut à tous!